La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer ce podcast avec une bonne nouvelle. Un jour, vous ne serez peut-être plus réveillé par le camion poubelle aux petites heures du matin. Ce sera le jour où on aura atteint l'objectif de zéro déchet. Je me suis rendu à Etterbeek il y a quelques semaines pour rencontrer Sylvie Droulant pour qu'elle me parle de son livre « Le zéro déchet sans complexe », un livre paru aux éditions Racine. Bonjour Sylvie Droulant, alors dites-nous un petit peu, le zéro déchet, c'est quoi exactement ? Ah oui, une petite parenthèse, celui qui fait tomber le GSM, ce n'est pas moi. Alors c'est limiter au maximum le fait de générer des déchets, donc c'est de prendre une décision de changer ses modes d'achat pour justement trouver des alternatives où il n'y aura pas d'emballage, où il n'y aura pas de superflu autour. Nous on achète essentiellement en vrac, sans emballage et ça se passe très très bien. Est-ce que c'est bon pour la planète le zéro déchet ? Ah oui, effectivement, parce que c'est vrai que l'emballage, on ne pense pas... Enfin moi, avant d'avoir pris conscience du zéro déchet, je ne me rendais pas compte que tous les jours, quand j'achetais un produit, il y avait une partie de ce produit en fait qui finissait directement à la poubelle, c'est-à-dire l'emballage. Et c'est vrai que pour produire cet emballage, ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'eau, ça consomme du pétrole. Et en bout de course, il va falloir encore traiter ces emballages pour pouvoir leur donner une autre vie ou des choses comme ça. Ouais, là, il a fait tomber le GSM. Et donc, je veux dire, on ne pense pas à tous les impacts qu'un déchet peut avoir, plus globalement que simplement le fait de l'avoir dans sa maison, en fait. Il faut après le traiter. Ça veut dire que si vous ne produisez pas de déchets, vous n'avez pas de sac poubelle ? Non, on a encore une petite poubelle pour le moment parce qu'on n'arrive pas à tout éliminer. Donc il y a une quantité de déchets qui sont substantiels mais qui sont quand même là. Mais effectivement, on ne sort plus qu'une poubelle par an pour nous 4. Donc ça veut dire qu'un jour, il n'y aura peut-être plus des boueurs. Si tout le monde fait du zéro déchet, il n'y aura plus des boueurs alors ? Alors peut-être, mais entre-temps, il y aura eu plein d'autres métiers qui vont se créer. Donc moi, je vois avec l'arrivée du zéro déchet, une quantité de nouveaux projets qui se créent autour du zéro déchet. L'exemple de dire, aujourd'hui, on veut retourner à des producteurs locaux, on veut soutenir des économies circulaires, donc du réemploi, de la réutilisation. Ça va changer fondamentalement la donne. On va aller vers d'autres types de métiers. Alors concrètement, ça fonctionne comment le zéro déchet ? Il faut démarrer petit à petit. Donc, il faut déjà se donner une sorte d'objectif et se dire, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'agir sur mes poubelles. Je veux les diminuer. Ça, c'est déjà un premier acte conscient qu'il faut avoir parce que si on se dit, je ne fais rien, on n'arrivera jamais au zéro déchet. Après, il faut mettre en place des décisions dans sa tête et de se dire, déjà, je vais fondamentalement changer ma consommation. Donc, c'est se dire, quand je change ma consommation, c'est se dire, je vais me refuser peut-être certains achats, mais sans se faire du mal. Hein. C'est se dire, à un moment donné, quand, par exemple, j'ai besoin d'acheter un objet, est-ce que déjà en se posant la question de la nécessité réelle de cet objet. Est-ce que cet objet, j'en ai réellement besoin ? Est-ce que je ne peux pas m'en passer ? Est-ce que peut-être j'ai pas une alternative à la maison qui peut compenser ce produit et se dire qu'il va le remplacer ? Ça peut être par exemple aussi, moi je donne souvent comme exemple, c'est on va dans une foire, une animation ou quoi, on nous donne plein de petits gadgets. L'exemple du bic qu'on va recevoir, est-ce que réellement on en a besoin si on en a déjà 50 dans son tiroir à bureau et que de toute façon on n'utilise pas ? Ça c'est un exemple très simple, c'est se dire on peut limiter. Après il faut aller aussi vers le fait de dire je vais réduire ma consommation. Donc on a tendance avec les publicités etc à vouloir acheter plein, mais en bout de course on peut aussi se dire je prends moins. Exemple, quand on fait une petite recette qu'on ne fait jamais, on va peut-être devoir acheter des pignons de pain et on n'en consomme jamais. Le fait d'acheter une barquette de 250 grammes et qu'on sait qu'on va en utiliser que 10 grammes et qu'il y en aura 240 qui vont rester dans l'armoire pendant plusieurs années sans être jamais utilisés, est-ce que ça a du sens ? L'avantage d'aller vers des magasins de vrac par exemple, c'est de dire j'achèterai que ces 10 grammes qui sont nécessaires à ma recette. Et donc, on réduit. Mais est-ce que dans le fond, recycler, ça ne suffit pas ? Alors pour moi, le recyclage vient à la fin du processus. C'est se dire si vraiment on a besoin de cet objet ou ce produit et qu'on ne trouve pas de solution, on va chercher à trouver un produit qui sera avec un emballage recyclé. Mais le recyclage n'est pas la solution à tout parce qu'il faut savoir que ça a un coût énergétique, ça a un coût environnemental aussi. Tout ne devient pas un autre objet parce qu'il est recyclé. Il y a quand même seulement 30% par exemple des PMC qui sont réellement recyclés. Reste 70% qui sont dans la nature et qui vont arriver quand même à l'incinérateur ou des choses comme ça. Et donc, ça n'est pas la solution. Il faut d'abord aller vers la prévention. C'est la première chose et c'est ça le zéro déchet. C'est se dire, on va en amont diminuer en fait la quantité de déchets. Et seulement, si on ne trouve pas d'autre solution, on pourra se tourner vers le recyclage.
Alors, est-ce que ce qui bloque un petit peu les personnes qui voudraient peut-être se lancer dans le zéro déchet, c'est l'organisation? Parce qu'elles doivent se dire, mais ça demande une organisation dingue de faire du zéro déchet, qu'on vive seul ou avec, que ce soit une famille de 6, 7 personnes. Alors oui, le zéro déchet nécessite une organisation au départ, donc c'est un choix de vie. C'est à un moment donné se dire effectivement, quand je vais faire mes courses, si j'ai pas mes bocaux, si j'ai pas mes boîtes, si j'ai pas mes sacs en tissu, je pourrais pas faire mes achats. Mais en bout de course, c'est juste une habitude. Moi, maintenant, c'est devenu quelque chose qui est rentré dans mes gènes. Après 2 ans et demi, je me pose plus la question quand je vais faire mes courses. Je sais que je dois prendre mes objets avec moi. Et si je les ai pas, tant pis. Et je me passerai d'aller faire mes courses à ce moment-là. Donc dans une certaine mesure, ça me cadre aussi. Ça m'évite d'aller, autant avant, j'allais une fois de temps en temps dans un magasin, flâner, et puis j'achetais plein de trucs inutiles. Et donc, qui finissaient dans mes armoires, qui à un moment donné allaient arriver à la poubelle parce qu'il y avait une date de péremption et que j'allais les jeter. Aujourd'hui, ça n'est plus jamais le cas. Je n'achète que ce que j'ai réellement besoin. Donc oui, il y a un côté organisationnel nécessaire, mais qui pour moi est très positif. Quand vous êtes arrivé la première fois avec vos sacs et bocaux chez votre commerçant, quel a été l'accueil de celui-ci ? Alors c'est vrai que comme j'ai dû à un moment donné chercher des alternatives au supermarché, parce qu'au supermarché je ne trouvais pas du tout de produits en vrac, excepté où on peut trouver quand même des fruits et légumes. Mais voilà, par exemple, nous on mange bio et souvent ils sont déjà emballés, donc ça n'allait pas non plus. J'ai dû aller plutôt vers des producteurs locaux. Et souvent c'est des gens qui sont déjà plus ouverts à un autre mode de vie. Parce qu'en fait eux, quand à la fin du mois, ils doivent payer la quantité de feuilles en papier ou en plastique qu'ils ont dû utiliser pour emballer votre viande, pour emballer votre fromage, ils savent combien ça leur coûte. Alors oui, effectivement, vous allez payer en bout de course ces feuilles, mais eux ont conscience de l'impact financier et aussi environnemental qu'il y a derrière ça. Et donc, ils vont vous accueillir assez facilement. Le seul conseil que j'ai à donner, c'est qu'effectivement, si le commerçant chez qui vous allez n'a jamais vécu ce type d'expérience, acceptez que c'est peut-être au départ un peu compliqué pour lui. Il faut qu'il comprennent comment il faut faire avec la balance pour la tarer, donc pour retirer le poids du bocal, que peut-être c'est pas dans ses habitudes, donc c'est un peu plus compliqué à s'organiser. Mais s'il a régulièrement votre visite ou la visite d'autres clients qui viennent avec leur boîte, ça devient quelque chose de tout à fait habituel. Et moi, j'ai jamais été jetée d'un magasin en me disant nous on veut pas, etc. Alors il y a parfois des réticences par rapport à l'AFSCA. Il faut savoir que l'AFSCA ne refuse pas que l'on utilise les bocaux ou les contenants des clients. Le commerçant a le droit de refuser pour une raison qui serait de dire voilà, votre bocal n'est pas propre ou ne convient pas au type de produit que je vends. Il peut aussi dire moi je ne veux pas aller dans cette dynamique-là, mais c'est pas l'AFSCA qui va lui tomber dessus en disant ah non, on peut pas utiliser les bocaux et les boîtes des clients. Mais donc il faut accepter que le commerçant n'est peut-être pas tout à fait au fait au départ et il faut apprendre, lui expliquer et l'aider à aller vers cette démarche. Donc vous n'avez pas l'AFSCA qui débarque chez vous pour voir que vos bocaux sont par exemple tout à fait stériles ou quelque chose dans ce goût-là, non ? Non, j'ai jamais eu l'AFSCA chez moi, non, effectivement. Et de toute façon, c'est généralement des produits qui sont secs, donc généralement il n'y a pas de risque de contamination. Et moi je nettoie mes bocaux comme je nettoie ma vaisselle, etc. Donc c'est tout à fait la même chose, il n'y a pas de problème au niveau de l'hygiène. Alors, zéro déchet et minimaliste, ça va un petit peu de pair, puisque dans votre livre, vous parlez que vous avez regardé dans votre tiroir de cuisine et vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai 4 cuillères dans le fond. Ah oui, effectivement, le fait d'aller vers le zéro déchet, donc l'aspect réduire, c'est aussi aller jusque dans regarder dans sa maison et qu'est-ce que j'ai en trop et qu'est-ce que je pourrais donner ou donner une seconde vie à certains objets qui traînent dans le grenier ou un peu partout. Et effectivement, moi j'avais pris le constat qu'en ouvrant mes différents tiroirs, mais ça peut être le cas aussi d'une garde-robe, on se rend compte qu'on a en fait 80% des objets que l'on a dans nos armoires qui sont inutilisés. C'est seulement 20% des objets qu'on va réellement utiliser. Et donc on peut faire un travail sur déjà diminuer la quantité de choses et je trouve que ça offre une richesse parce qu'alors on a moins à ranger, on a moins à devoir nettoyer, etc. C'est beaucoup plus simple en fait la vie avec moins de choses. Le zéro déchet, est-ce que c'est seulement pour des achats, vous venez de parler de bio, c'est seulement pour les personnes qui achètent 100% bio ? Non, il y a également la possibilité de faire du zéro déchet sans être bio, mais souvent, comme le zéro déchet vous chamboule clairement dans vos valeurs, ça vous amène aussi vers tous des questionnements profonds par rapport à la qualité du produit, à la provenance du produit, à comment est-ce qu'il a été produit, etc. Et donc c'est vrai que indirectement, on va aller vers des labels bio. Moi, je ne cherche pas le label à tout prix, je cherche plutôt des produits dont je sais la provenance, dont je sais comment le producteur les a choyés, etc. Et donc ça me conforte dans le fait que je soutiens une économie qui a du sens. Est-ce que dans le fond, le zéro déchet, c'est pas plus facile à la campagne qu'en ville, par exemple, puisque c'est vrai que tout le monde n'a pas un coin de jardin pour faire du recyclage ou du compost?
Alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand je parle avec des gens de la campagne, ils vont me dire c'est plus facile en ville et vice-versa. En réalité, je crois qu'il y a des plus et des moins dans les deux lieux, en fait. Mais tous ces lieux-là s'adaptent assez facilement. C'est vrai que, par exemple, trouver du lait chez un fermier, c'est plus facile à la campagne. On a plus souvent une ferme à côté de chez soi. Mais à Bruxelles, par exemple, on peut trouver des alternatives de lait en bouteilles consignées, par exemple. La fréquence est plus complexe parce que les livraisons ne sont pas tous les jours. Mais voilà, ça c'est possible. Avoir un potager à la campagne est sans doute plus facile qu'en ville. Mais en ville, on trouve des potagers collectifs. Donc, il y a plein de possibilités qui existent. Il faut d'abord un petit peu se renseigner, chercher. Et moi, c'est pour ça qu'il y a 2 ans et demi, quand je me suis lancée dans la démarche avec ma famille vers le zéro déchet, j'ai commencé à chercher. Je me suis rendu compte qu'il y avait peu d'initiatives qui existaient au niveau du zéro déchet. Et j'ai créé le blog. Mais maintenant, en 2 ans et demi de temps, on a vraiment fait un boom. Je crois que le film Demain a aussi créé beaucoup de réflexions auprès des gens, a apporté beaucoup d'optimisme. Et donc, toutes ces initiatives qui existaient mais peu connues deviennent de plus en plus connues. Il y a quand même une question que je voudrais vous poser, c'est concernant nos compagnons à poil, à plumes. Comment fait-on, puisque c'est difficile de trouver de la nourriture en vrac pour les chats. Il y a la litière aussi pour les chats. Comment vous faites puisque vous avez un chat? Alors nous, on a Maki qui est arrivé maintenant il y a 5 mois, mais on avait un autre chat avant au début de notre démarche. Donc c'est vrai qu'il faut pour la litière, soit si vous avez une litière, il y a des litières végétales qui existent, donc des copeaux de bois tout simplement, et donc ça va dans le compost, donc ça c'est assez pratique. Mais sinon le chat peut aussi aller à l'extérieur. Pour la nourriture, nous on trouve, mais depuis tout récemment, des croquettes en vrac. Et puis après, c'est aussi la possibilité, et ça c'est dans toute la démarche zéro déchet, de devenir acteur de ces demandes. C'est-à-dire que moi, quand je ne trouve pas une solution, je vais contacter en fait le producteur qui s'occupe par exemple des croquettes et demander, tiens, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à la solution de pouvoir mettre vos croquettes en vrac quelque part, de pouvoir, proposer votre produit dans des emballages en craft. Et donc, on devient consommateur. On propose, parce que parfois, les producteurs n'ont pas conscience qu'ils peuvent changer les choses et qu'en fait, le consommateur attend autre chose. Et ça, c'est aussi une démarche à avoir. Et donc, pour nos animaux à poil, on peut aussi avoir cette démarche et d'aller poser les questions et de trouver des solutions. Et puis, nous, on offre aussi de la nourriture. On achète, par exemple, du foie de porc, du foie de volaille, et on lui cuisine des petits plats maison. Mais ça prend pas beaucoup de temps et on peut même lui donner cru, en fait, au chat. Donc, il n'y a même pas besoin de le cuire. On fait des petites portions individuelles dans le congélateur et on les dégèle, et on lui coupe en petits morceaux et hop, il mange son repas tout simplement. Alors, dans votre livre, Le zéro déchet sans complexe, vous expliquez pourquoi vous avez démarré le zéro déchet. Est-ce que vous donnez aussi des conseils pour dire aux gens comment est-ce qu'il faut démarrer ? Oui, dans le livre, j'explique vraiment les différentes étapes parce qu'il y a, comme je disais au départ, des principes, le refuser, le réduire, le réutiliser, c'est des principes de base qu'il faut ancrer dans ses habitudes et donc se poser les bonnes questions au moment de l'achat. Et donc, c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu compliqué. Après, il y a plein de petits trucs et astuces qui existent. Il y a plein d'alternatives dont on n'imagine pas l'existence. L'exemple par exemple, quand nous, on est arrivé à notre brosse à dents et qu'elle était abîmée, on s'était posé la question, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va racheter une brosse à dents avec un emballage plastique qui est aussi composé de plastique, etc. Et puis, on a découvert qu'il y avait des brosses à dents en bois. Donc ça, c'est des solutions. L'aspect, par exemple, de se dire, on arrive à la fin de la bouteille de shampoing, comment est-ce qu'on peut remplacer ça ? Est-ce qu'on peut acheter en vrac le shampoing en vrac, mais on peut aussi acheter un pain de savon. Donc c'est vraiment un bloc de savon qui est utilisé aussi bien pour les cheveux que pour le corps. Donc il y a plein d'alternatives, et ça j'explique dans le livre. Il y a même une liste de plein d'alternatives dont on ne penserait pas que ça existe en fait. Et vous avez un blog, en fait, qui est un peu le complément de ce livre. Ça veut dire qu'il y a toute une communauté autour du zéro déchet. On n'est pas tout seul quand on démarre le zéro déchet ? Non, ça, c'est ça qui est chouette. Moi, quand j'ai démarré, j'étais relativement seule dans cette démarche, en Belgique en tout cas. C'est vrai que la communauté s'est développée, par exemple, au niveau de ma page Facebook, j'ai plus de 9000 personnes qui me suivent régulièrement. Le blog, c'est une quantité de gens qui me disent qu'ils le connaissent. Et donc, c'est vrai il y a maintenant de plus en plus de groupes, même Facebook, qui se créent pour faire des partages, d'échanges. Il y a des ateliers, des lieux où on peut apprendre à faire ses produits d'entretien, où on peut faire ses sacs à vrac, on peut discuter avec d'autres gens pour tiens, comment est-ce que tu fais pour telle ou telle chose. Donc vraiment, la communauté est très active. C'est un sujet qui marche bien, en fait. Parce que je crois que par rapport au terme environnement, ça peut paraître très vague, très large, très inaccessible. Le zéro déchet, lui, est très accessible parce que c'est plein de petites choses que l'on peut faire au quotidien et qui nous apportent directement un résultat. On a bien compris ce qu'est le zéro déchet, mais est-ce que la plupart des ménages ont le temps, justement, à investir pour le zéro déchet, Sylvie Drouland ?
Alors c'est vrai que souvent on me dit oui mais tu fais tes produits d'entretien, tu fais tes cookies, tu fais toi-même tes sacs à vrac, etc. Ça prend du temps. Alors oui, c'est vrai que c'est une réalité de vie où moi j'ai un travail, je travaille 4/5e, il y a un 5e temps mais qui n'est pas spécialement destiné au zéro déchet, je ne fais pas que ça, j'ai justement mon projet Zéro Carabistouille qui me prend énormément de temps. C'est surtout faire des choix. On peut trouver des sacs à vrac déjà tout faits dans les magasins, on peut trouver des bocaux facilement, etc. Dès que vous avez votre set de départ, en soi ça ne va pas changer fondamentalement votre organisation. Après, je veux dire, effectivement, il faut faire des choix. Et moi, je ne regarde plus la télé le soir. Parfois, je veux dire, je vais faire des activités qui me donnent plus de sens. Le fait de faire les cookies à mes enfants me donne beaucoup plus d'énergie que de devoir aller au supermarché, acheter des biscuits tout emballés où je n'ai aucune connaissance de ce qu'il y a dedans, etc. Et donc, il y a quelque chose où, oui, ça me prend du temps, mais ce temps que je consacre me donne tellement d'énergie en échange que je ne vais même pas compter mon temps. Et donc c'est ça, il faut trouver cet équilibre-là. Et le zéro déchet a ça comme force. C'est qu'à un moment donné, on se sent tellement utile dans cette démarche, on fait quelque chose de bien, et donc ça nous nourrit. Et donc on ne se pose même plus la question du temps. Ça y est, c'est fini.